Madame, monsieur, c'est parti. En route donc pour un voyage sous le signe de la complicité, du partage et de la tendresse. Et oui, cette semaine, l'amitié est à l'honneur. Alors on connaît la chanson « Avoir un bon copain, c'est ce qu'il y a de meilleur au monde », etc. Mais qu'en est-il dans les autres pays? L'amitié est-elle en effet aussi précieuse à l'étranger? Si oui, comment se manifeste-t-elle? Combien de temps dure-t-elle cette amitié? C'est ce que nous verrons avec 4 de nos correspondants. Et en raison du décalage horaire avec certains des journalistes, toute la séquence qui suit a bien sûr été enregistrée. Alors, pour nous éclairer ce matin, voici nos acolytes du jour. Arnaud Miguet, notre correspondant en Asie, Fanny Lothaire, qui nous attend en Colombie, Nicolas Bertrand, qui lui est en Thaïlande, et enfin François Bonaudet, qui nous donne rendez-vous à Rome. Alors, pour la première escale, direction Tokyo. On dit souvent que l'amitié n'a pas de prix, mais au Japon, vous allez voir que certains sont prêts à payer très cher pour se faire des copains. Et c'est même devenu un vrai business, Arnaud. SOS Détresse Amitié, bonjour. Oui, bonjour Laurent. C'est vrai que les Japonais sont très accueillants, très amicaux, mais pas facile de se faire des amis au Japon quand on est japonais. C'est un pays qui travaille tout le temps, on en a parlé la semaine dernière. C'est un pays qui est hyper connecté et donc on n'a pas le temps de nouer des liens d'amitié, sauf une amitié virtuelle. Le pays de Lost in Translation de Sofia Coppola est un petit peu le pays de Lost in Solitude. Aujourd'hui, pour vous donner un chiffre, dans un foyer sur 3, vit une seule personne seulement et ça devrait empirer. Alors donc le commerce, le business pour accompagner ces gens seuls ou en quête d'amitié se développe, des restaurants aménagés pour personnes seules. Il y a même une chaîne de restaurants qui vous propose de déjeuner ou de dîner avec une peluche à vos côtés. Il y a un fabricant qui a inventé un fauteuil dont les bras vous enlacent. Et puis il y a des bars à chats, des bars à hibou, des bars à lapins que l'on peut caresser pour 5 € de l'heure. Mais il y a un commerce qui va encore plus loin. On peut louer des amis au Japon, des êtres humains qui sont chargés de vous accompagner moyennant paiement et de vous écouter en tout bien, tout honneur, évidemment. Nous avons rencontré Erin dans les rues de Tokyo. Elle a 28 ans. Elle a accepté qu'on la suive. Ce n'était pas chose facile. C'est un reportage de l'excellent Gaël Caron. Regardez. Tokyo. Dans la capitale japonaise, 42 millions de personnes se croisent tous les jours. Se croisent seulement car beaucoup de Japonais souffrent d'une grande solitude. Comme Erin. Elle a 28 ans, elle travaille dans une agence immobilière et le week-end, quand elle ne fait pas des jeux sur son téléphone, se cherche sur Internet une amie à louer. J'ai quitté Tokyo après l'université et quand je suis revenue, tous mes amis étaient déjà mariés. Je n'avais plus d'amis. Recommencer à zéro, ça prend beaucoup de temps et d'énergie. C'est pour ça que je préfère louer quelqu'un. Et c'est simple comme un clic. Alors j'ai trouvé ce site, ce service Family Romance. Et là, je cherche une copine pour l'après-midi. Le rendez-vous est pris. Ici, près du port de Tokyo, avec la nouvelle copine qu'elle a choisie pour l'après-midi sur le site internet. Elle a pris le forfait de 3 heures, facturé 30 € de l'heure. Elle s'appelle Urara, elle a 28 ans, elle aussi. C'est donc une amie professionnelle. Eri est sa deuxième cliente de la journée. Elles ne se connaissent pas. Après un petit thé, histoire de faire connaissance et papoter, elles iront faire du shopping en copine. Grâce à ce service, je peux parler à quelqu'un qui ne me connaît pas, qui ne connaît pas mon passé. Il n'y a pas d'arrière-pensée, de calcul. C'est parfois difficile de se confier à de vrais amis. Là, je ne me prends pas la tête. La relation est claire, elle est commerciale. C'est un contrat de location. On joue toujours un rôle. Parfois, je dois surtout parler, parfois surtout écouter. Ce n'est pas toujours facile, vous savez, mais ça m'apprend toujours des tas de choses sur les gens. Comme prévu, la nouvelle confidente et sa cliente partent faire du lèche-vitrine. Les deux femmes s'entendent bien, le courant passe, l'après-midi est réussi. En général, j'ai vraiment du mal à choisir mes fringues. Mais là, j'ai les conseils d'Urara. Je suis très contente. Contente de la prestation. Avant de se quitter, une dernière petite photo souvenir. Urara doit partir à son prochain rendez-vous professionnel. Elle en a une 20aine par mois. Elle file à l'autre bout de la ville à une soirée de mariage, jouer les figurantes. Je gagne 2000 yens, 15 € de l'heure. Mais parfois, je profite aussi de la bonne nourriture. À un mariage, par exemple. Parfois aussi, on m'offre des cadeaux. C'est intéressant pour moi.
Des agences de location d'amis, il y en a au moins 70 dans tout l'archipel. L'une des plus grandes est dirigée par M. Ishii. 150 demandes par mois dans son catalogue, plus de 1000 amis à louer, hommes, femmes, de tous âges. On peut louer des grands-parents ou des figurants pour un mariage ou un enterrement, ou même de faux petits amis pour présenter à sa famille. Dans ce cas, la relation est très claire. Aucune ambiguïté, rien de sexuel. Mes clientes veulent juste montrer aux autres qu'elles ne sont pas seules. Pour tromper la solitude, les Japonais débordent d'imagination. Et pour ceux qui n'auraient pas les moyens de louer un ami, il y a les barakals, en tout bien tout honneur, toujours. Ben oui, mais finalement, Arnaud, c'est moins cher qu'un psy. Ah ben c'est pas faux, 30 € de l'heure, c'est en effet moins cher qu'un psy et ça permet de se confier à un inconnu sans être jugé. Et puis à la différence d'un psy, on peut en changer. Mais c'est un commerce qui révèle les problèmes de la société japonaise où justement on a du mal à parler de ses problèmes à ses amis ou à sa famille. Là-bas, on ne montre pas ses failles. Et puis ça a l'avantage important de pouvoir sauver les apparences. Et en Asie et au Japon, c'est important. On peut louer un ami pour un dîner ou pour un mariage, même si on n'en a pas. On peut même louer une petite amie pour la présenter à sa famille, histoire de gagner du temps. Dites-moi, les geishas dans tout ça, elles ont moins de boulot du coup, non ? Ah, vous avez raison, les geishas, tradition millénaire, elles étaient 80 000 dans les années 20, elles sont plus que 2 000 aujourd'hui. À Tokyo, elles étaient louées pour leur beauté, leur culture, leur conversation, mais c'est un petit peu comme les psys aujourd'hui, elles sont hors de prix. Merci Arnaud, merci à toute l'équipe et à bientôt bien sûr. Pour la suite du voyage, nous partons cette fois-ci en Colombie, pays en guerre où l'amitié est devenue la meilleure des armes. Et si j'ai bien compris, Fanny, de ennemi à ami, il n'y a parfois qu'un pas. Bonjour Fanny. Bonjour Laurent, oui, un lien d'amitié qui pourrait peut-être sauver, apporter la paix en Colombie, rien que ça. C'est un pays qui souffre depuis 1964 d'une guerre sanglante entre les forces armées révolutionnaires, les FARC, les paramilitaires et le gouvernement. Et au milieu de tout ça, pris en sandwich, une population qui souffre énormément. Et pourtant, eh bien, de ce conflit sont aussi nées des amitiés incroyables, improbables, porteuses d'espoir et de réconciliation. C'est un reportage réalisé par Nolwenn Hervé avec Marie Denga Agbe et Quentin Delaroche. En pleine campagne, à 3 heures de Bogota, dans la petite ville de Villavicencio, le commissaire José Libardo Forero a rendez-vous avec des amis de longue date, Humberto et sa famille. Ah, mon frère, je l'apprécie beaucoup, parce que de tous, c'était celui qui se comportait le mieux avec nous. Une amitié insolite entre deux hommes que tout opposait. Aujourd'hui, ils sont démobilisés. Ils ont fui les FARC où ils étaient enrôlés dans le mouvement armé. Ils ont rejoint la vie civile. Humberto et sa femme étaient guerrilleros dans les forces armées révolutionnaires de Colombie. Pendant 13 ans, José Libardo a été leur prisonnier. Séparé de sa famille et sans contact avec le monde extérieur, il était sous leur surveillance permanente. Leur mission était simplement de nous surveiller et de vérifier que nous n'allions pas nous enfuir ou être sauvés. Quand eux aussi se sont enfuis, ils nous ont appelés. Je n'avais aucune rancœur envers eux, donc je les ai invités chez moi. Aujourd'hui, José reçoit un invité surprise, ancien soldat des FARC lui aussi. Hey, petit poulet! Pour des retrouvailles pleines d'émotions. Je vais le prendre dans mes bras, ça fait presque 6 ans qu'on ne s'est pas vu, non? Qui c'est? Poulet? Lui, il nous a surveillés pendant plus de 10 ans. Une scène presque surréaliste entre un prisonnier et ses anciens geôliers. C'est pas toi qui m'as poursuivi pour me tuer quand je me suis échappé? Un humour décalé, nécessaire pour dépasser le traumatisme des années d'emprisonnement, de torture, d'humiliation et de demande de rançon dont il conserve ce souvenir vidéo. J'ai toujours essayé de les traiter de façon amicale. En les traitant bien? Du mieux que je le pouvais, mais je devais le faire en cachette. Une amitié née de la période la plus trouble de l'histoire colombienne. La guerre entre les FARC et le gouvernement aura duré 52 ans, fait 260 000 morts et jusqu'à 60 000 disparus. L'an dernier, le processus de paix est enclenché, mais refusé de justesse par les Colombiens lors d'un référendum. Pourtant, nombreux sont ceux qui continuent de croire à la réconciliation, à commencer par Humberto, José et leur famille.
Aujourd'hui, être tous les deux libres et amis, pour moi c'est un message et un exemple qui montre au reste du monde que la réconciliation est possible. Leur amitié en symbole de la paix, ils parcourent aujourd'hui toute la Colombie pour faire connaître leur histoire. Comme dans cette école de Villavicencio, où de nombreuses victimes du conflit ont trouvé refuge. Je suis là aujourd'hui pour vous demander pardon pour tout le mal que l'on vous a causé. Dans cette pièce de théâtre, des femmes évoquent leurs maris, frères et fils, disparus pendant le conflit. Un passé encore difficile à affronter. C'est un miracle. S'ils n'avaient pas créé cette relation, aucun des deux n'aurait pu s'échapper. Et on ne serait pas en train de leur parler aujourd'hui. Et encore moins profiter de cette paix que nous désirons tous. En partageant leur expérience avec les générations futures, Humberto et José espèrent bien inspirer de nouvelles amitiés, pour enfin réconcilier leur pays. Oui, alors question, est-ce que le cas de ces deux amis est unique ou est-ce que vous connaissez d'autres exemples ? Oui, Laurent, ils ont dû pendant très longtemps cacher leur amitié, taire ce lien d'affection qui les unissait. Mais aujourd'hui, Humberto et José ne sont plus les seuls. Des exemples comme eux, il en existe des dizaines, des centaines dans toute la Colombie qui sont de plus en plus médiatisés, utilisés par les médias pour porter ce message de paix également. Alors il existe des ateliers, des groupes de parole, des séminaires entre anciennes victimes et anciens bourreaux, anciens prisonniers et anciens FARC démobilisés. Mais c'est pas seulement pour apporter un message de paix que c'est utile, ces amitiés. Ça apporte aussi une paix concrète, durable, dans la société civile. Je prends l'exemple, par exemple, de certaines anciennes victimes qui sont devenues chefs de petites et moyennes entreprises et qui ont décidé d'embaucher des anciens guerrilleros démobilisés pour leur apporter un revenu, mais aussi les insérer durablement dans la vie civile colombienne. Cela dit, Fanny, on peut imaginer que ces amitiés rencontrent quelques obstacles, voire même de la rancœur, non ? Oui, ce n'est pas tous les jours facile. À la preuve, l'an dernier, avec ce référendum de justesse refusé par les Colombiens, ils ont dit non au processus de paix. Un processus de paix longuement, âprement négocié entre les FARC et le gouvernement. C'était en terrain neutre à Cuba. À cette occasion, Juan Manuel Santos, le président colombien, a d'ailleurs reçu le prix Nobel de la paix. C'est dire tout un symbole. Il ne fallait pas s'arrêter là. Alors ce processus, cet accord de paix a été légèrement modifié, mais il a tout de même été enclenché. La majorité des factions des FARC ont aujourd'hui déposé les armes, ont accepté de se rendre et d'avouer leurs crimes en échange de peines réaménagées. Ils veulent d'ailleurs complètement transformer leur image d'anciens guerrilleros. Ils veulent devenir désormais un parti politique officiel en vue des élections 2018, notamment à coup de médiatisation et de clips de campagne, tout en chansons et en musique, en danse. Ils prônent l'amitié et le pardon. Alors ça fait grincer des dents de nombreux Colombiens, mais c'est en tout cas le message qui passe aujourd'hui en Colombie. D'ailleurs, quand on se balade dans les rues de Bogota, dans les autres villes de Colombie, on le voit, des messages de paix, des colombes partout écrite, c'est dire à quel point le pays a besoin de ses amitiés comme ambassadrice de lendemain meilleur. Oui, et on peut l'imaginer assez facilement. Merci beaucoup Fanny, et à bientôt évidemment. Allez, il est temps de marquer une petite pause numérique avec Julia Livage. Et depuis l'avènement des réseaux sociaux, c'est simple comme un clic de se faire des amis. Ça dit, est-ce qu'on peut vraiment parler d'amitié, Julia ? Une nouvelle forme d'amitié, l'amitié 2.0. Avec l'arrivée des réseaux sociaux, on a découvert, vous savez, la notion des amis entre guillemets. Alors, on observe les études et en regardant un petit peu les chiffres, on se rend compte que la plupart de nos amis sur la toile sont les mêmes que ceux que nous fréquentons dans la vie. Alors, ce ne sont pas des amis dans le sens originel du terme, mais des gens qu'on fréquente, des connaissances. Il est quand même assez rare, Laurent, qu'on soit amis sur Facebook, par exemple, avec des gens qu'on ne connaît absolument pas. Alors après, on peut dire qu'en ce qui concerne les vraies amitiés, celles qui sont déjà existantes, elles ont pris une toute nouvelle forme, une toute autre dimension avec les réseaux sociaux parce qu'avec toutes ces plateformes de communication, eh bien, le dialogue, il peut être absolument continu, ininterrompu. On parle en groupe d'amis, on va échanger ensemble et puis on va commenter la photo de quelqu'un d'autre tout en travaillant et on est dans une espèce de sollicitation permanente de manière quasi permanente. Les chercheurs appellent ça la conscience permanente de l'autre et c'est comme ça qu'on pourrait définir les vraies amitiés sur Internet.
Alors, un ami Facebook est-il un ami comme les autres? Alors non, à cette question, la justice française a tranché en janvier 2017. La Cour de cassation a déterminé que le terme « ami » employé par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d'amitié au sens traditionnel du terme. D'ailleurs, lors de sa création, Facebook a décidé d'accoler l'étiquette « ami » à nos contacts numériques, mais c'est un choix marketing. Finalement, c'était juste pour confondre un peu les gens et installer une certaine ambiguïté. Alors aujourd'hui, un utilisateur Facebook, il a en moyenne une nébuleuse de 150 amis. Ce sont des anciennes connaissances, des collègues de travail, des relations lointaines avec qui on n'aurait probablement jamais gardé contact sans les réseaux sociaux. Et alors les vrais amis, finalement sur Facebook, ils sont 4 à 5 maximum, pas plus. Ah oui, mais justement, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'il vaut mieux avoir des amis virtuels que pas d'amis du tout? Alors à cette question, évidemment, Internet va vous répondre oui. Et la multitude de choix, de sites, de rencontres amicales et le succès de ces sites sont là pour nous le prouver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez, en fonction de vos âges, de vos loisirs, de vos goûts, de vos expériences, de vos situations familiales, vous pouvez rencontrer vos amis sur des sites spécialisés. Il existe aujourd'hui sur Internet quasiment autant de sites pour rencontrer l'amour de votre vie que pour rencontrer l'amitié de votre vie. Merci Julia pour cette mise au point. Allez, l'aventure continue en Thaïlande cette fois, où l'on peut se faire tout un tas d'amis. C'est le problème, mais ils ne sont pas franchement très causants, voire même très démonstratifs. Et pour cause, ils sont en plastique. Bonjour Nicolas. En résumé, les poupées envahissent les foyers, c'est ça ? Oui, bonjour Laurent, tout à fait. C'est donc une histoire d'amitié en plastique que nous sommes allés filmer pour vous à Bangkok. Le phénomène a envahi le pays il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et donc, votre meilleure amie mesure moins d'1 mètre. Elle coûte plusieurs centaines d'euros. Et vous pouvez donc l'habiller et la coiffer à votre guise, puisque c'est une poupée, comme vous le disiez. Un phénomène qui en dit long sur l'état de la société asiatique. Mais je vous laisse tout de suite juger avec ce reportage. Il est signé Sonia Kolaviza et Leila Yaker. Comme tous les jeudis, Patty déjeune avec sa mère et ses 2 meilleures amies, Nong-Oom et Nongli. Je leur donne un menu, comme ça elles choisissent ce qu'elles préfèrent. Pourrais-je avoir un kai tsai et un pas de Roumanie et 4 assiettes de riz aussi? Merci. Les poupées ont droit à leur propre assiette et à un soda chacune. Restaurant, shopping, balade au parc, Patty ne sort jamais sans elles. J'essaye de les emmener partout où je vais, mais parfois elles ne sont pas toujours autorisées. Alors je leur demande si elles veulent bien m'y accompagner spirituellement. Pour Patty, il est plus simple d'être amie avec des poupées qu'avec des humains. Avec les humains, on peut se disputer. Il vaut mieux parler aux poupées. Elles vous écoutent et ne vous jugent pas. Je sais qu'elles m'entendent et cela me rend heureuse. Cela fait 2 ans que la mode des poupées pour adultes a envahi la Thaïlande. Les plus chères peuvent coûter jusqu'à 600 €. Dans le marché de Bangkok, Wanda tient une boutique spécialisée. Au départ, les poupées arrivent nues et sans maquillage. Je dois les maquiller, je dois les coiffer. Puis après, elles ressemblent à ça. Ces poupées sont particulières. Elles seraient habitées par l'esprit d'enfant-ange. Pour les Thaïlandais, elles deviennent alors des porte-bonheur. Celle-là, c'est la mienne. Ce petit garçon m'aide à attirer des clients. Il s'appelle Wan Mai. Depuis qu'il a été béni, mon commerce se porte très bien. En tout cas, c'est ce que je crois. Pour trouver les origines de ce phénomène, il faut se rendre dans ce quartier résidentiel de Bangkok. Bienvenue chez Mamaning et ses plus de 100 poupées. Sa maison en déborde. Je suis l'une des premières à avoir décoré les poupées. Je suis heureuse de m'en occuper, cela me remplit de joie. Quand je me sens seule, ce sont de réelles amies pour moi, des confidentes. Autoproclamée magicienne, Mamaning réalise elle-même les séances de spiritisme et de bénédiction pour transformer la simple poupée en amie porte-bonheur. J'invoque les esprits en récitant des prières bouddhistes. À ce moment précis, je ne suis plus une personne ordinaire. Je suis une personne spirituelle. Je ne peux pas trop parler parce que je suis possédée par les esprits que j'insuffle à la poupée pour la rendre vivante.
Sa télévision et ses poupées, c'est à peu près tout ce que Mamaning a dans sa vie. Dans une Thaïlande de plus en plus individualiste mais toujours aussi superstitieuse, l'amitié en plastique permet de se sentir moins seul, ou du moins d'en avoir l'impression. Eh oui, le plastique, c'est fantastique, mais quand même, il y a des limites. Merci Nicolas, et à bientôt, évidemment. Allez, retour chez nous à présent avec Anissa Arfaoui. On va faire un petit bilan sur l'amitié à la française, s'il vous plaît. Pour commencer, Anissa, est-ce que nous sommes heureux, nous les Français, en amitié ? Disons surtout qu'on vit un paradoxe, nous, dans l'amitié. D'abord parce qu'on est très connectés, on communique beaucoup, et cela via plusieurs plateformes, comme les téléphones portables, les ordinateurs ou encore les tablettes. Et pourtant, nous n'avons jamais été aussi seuls. En France, 5 millions de gens déclarent souffrir de la solitude. Et alors, les réseaux sociaux ont apporté dans notre ville des contacts, des amis ultra accessibles, ultra joignables, de jour comme de nuit. Et pourtant, paradoxalement, ces réseaux sociaux ont créé chez les utilisateurs un trou béant. Et c'est d'ailleurs les résultats d'une étude américaine réalisée par la faculté de médecine de la ville de Pittsburgh. Et ils avancent, ils analysent que plus les jeunes adultes sont consommateurs de réseaux sociaux, plus ils développent un sentiment de solitude. Et est-ce que le mot amitié a toujours le même sens selon les tranches d'âge ? En fait, déjà, le sens de l'amitié diffère selon les époques. Pour Aristote, par exemple, l'amitié est une condition du bonheur individuel. La barre est quand même placée très haut. Oui, ça va. Alors maintenant, je vais vous donner la définition actuelle, celle que l'on peut trouver dans le Larousse. L'amitié est définie comme un sentiment d'affection entre deux personnes, un attachement, une sympathie qu'une personne témoigne à une autre. Alors en comparaison, elle ne fait pas le figure quand même, c'est un peu clinique et puis c'est un petit peu froid. Alors chez les plus jeunes d'entre nous, un ami c'est quoi ? C'est une personne avec laquelle on fait la fête, que l'on voit régulièrement, avec qui on peut se confier éventuellement. Sachez que chez les moins jeunes d'entre nous, un ami c'est avant tout une personne sur laquelle on peut compter. En moyenne, on a entre 3 et 5 amis. Ça, c'est pour les vrais amis, en chair et en os. Ensuite, vous avez évidemment les amitiés sur les réseaux sociaux. Et là, les Français en ont en moyenne 150. Oui, c'est ça. Parce qu'évidemment, l'arrivée et la création des réseaux sociaux, ça a chamboulé un peu ce sens de l'amitié. Alors, il est indéniable que l'avènement des réseaux sociaux est venu modifier notre appréciation de l'amitié. Maintenant, le vrai truc, c'est plutôt dans la façon dont on se fait des amis. C'est-à-dire qu'ils sont venus modifier la façon dont on se fait des amis. Vous n'avez plus besoin de partir, de quitter votre canapé pour vous faire des amis à l'autre bout du monde. Alors aussi dingue que ça puisse paraître, c'est le cas pour 26% de Français. Alors pour beaucoup, l'amitié, c'est quelque chose de solide. Est-ce qu'on est toujours aussi fidèle en amitié ? Alors l'amitié, en moyenne, dans la vraie vie, dure entre 5 et 7 ans. Maintenant, sur les réseaux... Ouais. Alors sur les réseaux sociaux, c'est une amitié virtuelle, donc c'est plus difficile de la mesurer. En tout cas, le vrai problème ne se situe pas nécessairement dans la durée de l'amitié aujourd'hui, mais plutôt dans sa qualité. Avec les réseaux sociaux, l'amitié s'est dépersonnalisée. Vous savez, on reprend l'exemple d'Aristote. Aristote dit « ce n'est pas un ami celui qui est l'ami de tous ». Il a bien fait de passer, lui. Exactement. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, l'intimité et la confiance qu'il y a normalement entre deux amis sont remplacées justement par cette dépersonnalisation via les statuts, par exemple, que vous mettez. Vous vous adressez à tout le monde de la même manière et pas du coup à un groupe en particulier selon votre degré de proximité. Alors, on va dire tout simplement que tout le monde est rangé dans le même panier. Alors, cause ou conséquence, il se trouve qu'il y a un sondage Opinionway qui va vous expliquer que 93% des Français sont plutôt enclins à développer des relations amicales sur leur lieu de travail. C'est une très bonne nouvelle, on est d'accord ? Seulement voilà, il y a aussi une étude réalisée par le site LinkedIn, vous savez, c'est un site de mise en relation professionnelle, et lui révèle que 68% des personnes nées après 1980, donc si vous voulez les personnes les plus consommatrices de réseaux sociaux, ne verraient aucun problème à sacrifier une amitié pour une promotion. Vous avez en revanche, chez ceux qui sont nés avant 1980, très exactement 68% qui n'envisageraient même pas cette hypothèse. Donc, où est l'influence de ces amitiés sur les réseaux sociaux ? Ça rappelle un peu le Japon, là. Vous êtes en train de me dire finalement que l'amitié est en danger chez nous ? Alors, il vaudrait mieux pas. Sachez que ce serait une tragédie si effectivement l'amitié était... Grosse boulette. Grosse boulette, tragédie totale, parce qu'en fait, la présence d'un ami dans nos vies est absolument indispensable, mais pour notre survie. Il y a des chercheurs américains qui ont étudié, en suivant notre niveau de cortisol
le niveau de cortisol dans notre salive, l'influence positive exercée par un ami dans notre vie pour gérer les stress au quotidien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sans amis, ce qu'on vit, les moments un peu compliqués, nous mènerait droit à la dépression. Donc qu'un seul message à retenir, en fait, c'est prendre grand soin des amis que nous avons pour notre propre survie. Mais c'est la vie, très cher ami. Merci beaucoup, Anissa. Merci à vous. Allez, pour la fin de ce roman d'amitié, direction l'Italie, où nous attend François Baudonnet. Bonjour François, au pays de la Dolce Vita, l'amitié, c'est sacré, on le sait, on la connaît, l'Italie. Et c'est aussi un très bon remède contre la crise, paraît-il. Oui, bonjour Laurent. Alors c'est vrai que l'Italie est en train de sortir d'une crise sans précédent, une crise économique. Alors quand je dis est en train de sortir, on l'espère. En tout cas, c'est vrai que des indicateurs sont en train de repasser au vert. Mais depuis 2008 et le début de cette crise, eh bien, des millions d'Italiens se sont retrouvés au chômage. Et je crois qu'il y a deux raisons qui expliquent que ce pays n'a pas tout simplement explosé. Tout d'abord, c'est la famille qui est une valeur forte ici encore, même si les Italiens font moins d'enfants que par le passé. Et la deuxième raison, eh bien, c'est l'amitié. L'amitié est également une valeur qui ici tout son sens, et pour une raison bien particulière, à la différence de la France, ici on est quelque part dans un village, dans une ville, dans un quartier d'une grande ville, on grandit dans cet endroit et souvent on meurt au même endroit, ce qui fait que les Italiens restent parfois 50, 60, 80 ans au même endroit, ce qui permet évidemment de créer des liens d'amitié forts. Nous sommes allés dans un quartier de Rome pour vous montrer cela. Regardez le reportage que nous avons réalisé avec Laura Tositi et Mathilde Delvigne. À un jet de pierre de la basilique Saint-Pierre, ce quartier de Rome est un lieu de vie avec sa place principale et ses artisans, Massimo, le garagiste, et Gianni, le coiffeur. Tous deux vivent dans le quartier depuis toujours. Chaque matin, Massimo vient chercher Gianni. Ensemble, ils vont au bar. Derrière ce café se cache une longue amitié. Elle dure depuis plus de 45 ans. Quand est-ce qu'on s'est connus? En 1972. J'avais 24 ans. Avec lui, mon ami, c'est mieux qu'en famille. On parle de choses quotidiennes, du football, la famille, des choses banales, quoi. Une complicité bien connue dans le quartier. Dans la boutique de Gianni, on se moque gentiment de ces deux inséparables. Quand Massimo entre ici, il est comme chez lui. Il prend son café, il embête Gianni, ensuite ils vont manger ensemble. Lui et mon patron, ils sont comme deux frères. Alors évidemment, Massimo ne voudrait se faire coiffer par personne d'autre, même si Gianni lui fait toujours les mêmes plaisanteries. Arrête, ne me fais pas l'arrêt au milieu, on dirait un tapis. Mais non, t'es très beau comme ça. Fais attention à mes cheveux. On dit que celui qui trouve un ami trouve un trésor. Et en effet, avec lui, j'ai trouvé un sacré trésor. Mais après les taquineries, quand Massimo parle seul de son ami, c'est avec émotion. Avec Gianni, je peux toujours me confier. Quand ça va pas, je peux lui dire en toute confiance, je sais qu'il le gardera pour lui. Et dans les parages, les longues amitiés semblent décidément être la règle. Luciano, Alberto, Giorgio, Marino. Ces quatre-là sont les meilleurs copains du monde depuis l'école primaire. On se connaît depuis qu'on a 6 ans. On allait à l'école ensemble. La guerre de 45 venait tout juste de finir. Et même si depuis ils ne se sont jamais quittés, ils adorent déambuler ensemble dans leur quartier. Vous voyez, ça c'est l'école où on s'est connus, il y a plus de 70 ans. On continue à se voir, on se promène et on revisite les lieux de notre enfance. Quant à Massimo, il ne faut pas insister beaucoup pour qu'il nous avoue avoir passé ses meilleures vacances avec son ami Gianni. Regardez, là, on est au bord de l'Adriatique. Une belle et longue amitié à l'italienne. Du coup, François, c'est quoi la différence entre l'amitié italienne et l'amitié française?
Eh bien, je crois que la grande différence entre l'amitié en Italie et l'amitié en France, c'est l'entraide. Alors évidemment, en France, quand on a des amis, on s'entraide, on va se donner des petits coups de main, mais c'est surtout, on va manger ensemble, organiser un dîner, une sortie. Ici, en Italie, ça existe aussi, mais l'entraide est plus importante. Pourquoi? Eh bien, parce que les Italiens ont le sentiment, et ils ont raison d'ailleurs, d'avoir à se battre en permanence contre une bureaucratie qui les écrase, la bureaucratie de l'État, la bureaucratie de la région, de la ville, et même des entreprises privées. Et donc avoir des amis, eh bien, ça leur permet de contourner les problèmes, ça leur permet eh bien, d'être un peu plus libres d'une certaine façon. Par exemple, il est important d'avoir un ami qui travaille comme fonctionnaire, par exemple, ici à la ville de Rome, parce que si vous avez un problème pour payer des impôts, eh ben, ça va aider. Alors, ce n'est pas de la corruption, on ne parle pas de corruption, on parle juste du petit coup de main, tiens, je connais un tel, et donc ça va aider. Donc l'entraide est un élément essentiel de l'amitié ici en Italie. Globalement, oui, l'amitié a tendance aussi à perdre un peu de sa vigueur parce que les gens, comme en France, sont un petit peu plus seuls, mais quand même, l'amitié reste une valeur refuge dans la péninsule.